Économie Le Max sur i24 News, bienvenue à tous, voici le sommaire de cette édition. Une monnaie en laquelle plus personne ne croit, des réserves en dollars qui s'écroulent, rien ne va plus en Argentine. La crise du peso diffère de celle de la dette publique en 2001 qui avait conduit au défaut de paiement. Mais pour ce pays émergent, il y a urgence, le point dans un instant. 10 000 employés, 35 milliards de dollars d'exportation en 40 ans. Bienvenue chez Intel Israël. Comment cette filiale du géant américain s'est-elle rendue incontournable aux yeux de sa maison mère? Entretien exclusif dans quelques minutes avec son directeur, Mouli Eden. Et puis nous irons en Afrique, gros plan sur une tendance, celle du retour au pays pour les Somaliens expatriés. Les risques sécuritaires ne les découragent pas, ils espèrent bien profiter du développement de ce pays où beaucoup reste à faire en termes d'infrastructures. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actualité du jour et on part aux États-Unis. 2014, année de l'action. C'est avec beaucoup de conviction que Barack Obama a prononcé hier à Washington le traditionnel discours annuel du président sur l'état de l'Union. Après une année 2013 marquée par le bras de fer interminable au Congrès autour du budget, Barack Obama a vanté les progrès de l'économie américaine de ces derniers mois, comme le taux de chômage au plus bas depuis 5 ans. Et pour appuyer la reprise, les réformes, a-t-il prévenu, se feront avec ou sans le Congrès. Le chef de la Maison-Blanche est prêt à agir par ordonnance, c'est-à-dire en contournant son Parlement, et notamment pour réduire les inégalités. Aujourd'hui, le salaire minimum fédéral est environ 20% inférieur à ce qu'il était lorsque Ronald Reagan était président. Tom Harkin et George Miller ont un projet de loi pour résoudre ce problème en augmentant le salaire minimum à 10,10 $. Cela aidera les familles et donnera aux entreprises des clients avec plus d'argent à dépenser. Il ne s'agit pas d'un nouveau programme bureaucratique, alors rejoignez le reste du pays, dites oui, donnez à l'Amérique une augmentation. Voilà, peu de marge de manœuvre en tout cas pour un président toujours paralysé par la cohabitation au Congrès. La Turquie à présent, hier nous vous parlions de cette réunion extraordinaire de la Banque centrale, la première du genre en 2 ans et demi. C'était hier soir, on en connaît l'issue. Le comité de politique monétaire a augmenté son taux d'intérêt au jour le jour de 7,75 à 12% et son taux hebdomadaire de refinancement de 4,4 à 10%. L'objectif était de contenir l'impact négatif de la chute de la monnaie turque sur l'inflation. Contrat rempli puisque la livre turque affichait ce matin un rebond de 10% face au dollar et à l'euro. Elle avait perdu, on le rappelle, 30% de sa valeur face à ces mêmes devises sur une année. Autre pays émergent qui voit sa monnaie vaciller, l'Inde, et là aussi l'espoir passe par une hausse des taux d'intérêt. C'est chose faite, la Banque centrale a annoncé ce matin le relèvement du principal taux directeur d'1/4 de point à 8%. L'inflation est au plus haut depuis l'effondrement de la roupie l'été dernier. Les prix de l'oignon, aliment de base en Inde, ont quadruplé en un an, mais l'heure est à l'accalmie. Le déficit du compte courant pour 2013-2014 devrait être inférieur à 2,5% du PIB par rapport aux 4,8% en 2012-2013. Le récent renflouement des capitaux, même avec une certaine turbulence, devrait aider à financer le déficit du compte courant confortablement. Alors faut-il céder à l'affolement? On regarde des incertitudes autour de ces pays émergents, Inde, Turquie, Argentine. Eh bien le FMI a rejeté hier l'idée d'un mouvement de panique. Pour l'institution, les récents événements sont le résultat d'une combinaison de facteurs qui sont particuliers à chacun de ces pays. Pas d'explication commune donc à ce regain de défiance des investisseurs, plutôt un épisode attendu en prévision du resserrement de la politique monétaire américaine qui provoque, on le sait, un rapatriement de capitaux aux États-Unis. En bref, en Europe, s'il y a bien un pays qui sort du lot en ce moment en matière de croissance, c'est le Royaume-Uni. Londres a annoncé un rebond de 1,9% de son PIB en 2013, meilleure performance depuis 2007, loin devant l'Allemagne 0,4% ou le petit 0,1% de la France. Et on s'attend à un score de 2,4% pour l'économie britannique en 2014. Et puis une bonne nouvelle tout de même pour la France qui conserve en 2013 son rang de première destination touristique de la planète. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, eh bien, la France a accueilli l'an dernier 88 millions de visiteurs étrangers, plus 6% sur un an. Les États-Unis et l'Espagne complètent le podium. Au total, 1 milliard de touristes ont voyagé à travers le monde en 2013, une croissance de 5% sur un an.
Et on revient comme prévu à la situation préoccupante en Argentine. La semaine dernière, le peso, la monnaie locale, a perdu 16% de sa valeur en 48 heures. Alors est-ce un coup fatal après un plongeon de 24% l'an dernier? Beaucoup d'explications à cette dégringolade qui, ajoutée à la très forte inflation et à la facture énergétique, fait craindre le pire. Et comme en 2002, au moment du défaut de paiement, eh bien les autorités, gouvernements et banques centrales semblent dépassées. Anthony Lesme. L'Argentine pensait avoir trouvé la solution. Pour juguler le marché noir des devises, lutter contre le blanchiment et la fuite des capitaux, la présidente Kirchner avait imposé un contrôle d'échange en octobre 2011. Peine perdue, le marché du dollar a explosé, ainsi que l'économie parallèle. Depuis le 1er janvier, la monnaie ne cesse de dévaluer. Et le gouvernement, en réaction, a décidé la semaine dernière de laisser filer les taux d'intérêt. Un vent mauvais s'est alors emparé du peso. En seulement 2 jours, la monnaie locale avait perdu 14% de sa valeur. Elle atteignait son plus bas niveau depuis 2008, à 8 $ pour 1 peso. De quoi raviver le spectre de la crise financière de 2001, où des millions d'épargnants avaient alors perdu toutes leurs économies. C'est très différent de 2001, pour plusieurs raisons. La première est que la situation n'est pas hors de contrôle, notamment parce que le gouvernement possède les outils pour agir sur la situation. Il possède des outils comme une politique fiscale et les ajustements qui ont besoin d'être faits sont importants, avec des conséquences politiques et économiques de taille. Mais ils ne sont pas de la même amplitude que ceux qui avaient besoin d'être effectués en 2001. Lundi, les autorités de Buenos Aires ont légèrement desserré l'étau autour de l'achat de devises par les particuliers. Ceux-ci peuvent désormais acheter jusqu'à 2 000 $ par mois, suivant leurs revenus. L'épargne en dollars ne doit pas dépasser 20% du salaire. En Argentine, nous avons connu une thésaurisation de 143 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Par conséquent, nous pensons que la méthodologie qui est mise en œuvre maintenant est précisément celle des petits épargnants. C'est pour ceux qui veulent effectivement un niveau de réserve en dollars, et c'est ce que nous avons mis en vigueur. Pour rassurer, il en faudrait davantage. Même si l'Argentine connaît une croissance de 5%, l'inflation frôle les 30% par an et ne cesse de fragiliser l'économie nationale. Les tâtonnements stratégiques et l'endettement du pays ne rassurent pas les observateurs. Il y a de très fortes chances qu'une crise profonde survienne avec un impact tel sur l'activité que nous connaissions une récession. Les turbulences argentines font partie d'un mouvement mondial qui touche les pays émergents comme la Turquie, le Brésil ou la Russie. La baisse de la croissance chinoise ou la politique peu accommodante de la Fed américaine pénalise les exportations de ces pays. Reste qu'en Argentine, plus que jamais, le dollar est devenu une monnaie refuge dont le pays ne peut se passer. Allez, on passe à un anniversaire. Intel célèbre ses 40 ans de présence en Israël, un pays auquel il doit une partie de son leadership mondial sur le marché des semi-conducteurs, des microprocesseurs. Daniel Roth a rencontré pour nous Mouli Eden, le patron d'Intel Israël. Des points forts, des atouts, quelques regrets aussi. Il nous explique comment Israël est devenu le 2e centre de développement pour Intel après les États-Unis. On écoute cet entretien. Nous célébrons 40 ans d'opération Intel en Israël. Je crois qu'il serait juste de dire que nous sommes le plus grand site de développement en dehors des États-Unis. Je crois que nous sommes une entreprise de tout premier plan, en l'occurrence une société multinationale en Israël. Je viens de calculer les exportations de ces 40 dernières années. Nous avons exporté 35 milliards de dollars. Nous avons aujourd'hui en Israël 9 885 employés. Et concernant la production, nous avons ici des installations de pointe qui ont gagné le prix d'excellence de la qualité Intel, ce qui représente l'Oscar pour nous des usines de fabrication. Si vous regardez bien, non seulement nous avons fait une contribution majeure à Intel, non seulement nous apportons aussi une évolution majeure à l'économie israélienne, mais nous avons aussi laissé notre empreinte sur l'évolution du monde de l'informatique et nous sommes vraiment très fiers de nos réalisations. Nous n'avons pas réagi suffisamment vite à l'émergence des tablettes. Ce produit s'est rapidement développé et personne n'a pris la voie rapide. Nous n'avons pas été sur la ligne de départ, mais nous avons vraiment réduit l'écart avec le Clover Trail et maintenant avec Bay Trail, qui sont de nouveaux microprocesseurs. Notre PDG a déclaré publiquement qu'il attend d'Intel la vente de plus de 40 millions de tablettes cette année. Je continue à croire dans les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs qui composent le cloud. Nous continuerons à faire ce que nous savons faire. Quand on parle de multinationales comme Intel, Qualcomm, Microsoft, Google,
Je ne peux pas parler pour eux, mais je suis sûr que c'est la même chose. À la fin de la journée, la chose qui guide ces multinationales est le talent. Comment est-il facile de faire des affaires ici ou là-bas? Quelles sont les mesures incitatives du gouvernement? Comment est la réglementation dans ce pays? Et si vous avez une start-up, peut-être êtes-vous moins influencé par tout cela. Mais si vous êtes une multinationale, oui. Sans la politique du gouvernement et son soutien, nous ne serions pas en mesure d'être là où nous sommes aujourd'hui. Nous travaillons avec des entreprises palestiniennes. Nous externalisons une partie de notre activité à Ramallah. Tout d'abord, je crois que nous pouvons obtenir de très bons résultats. Mais au final, cette interaction entre les ingénieurs de Ramallah et ceux d'Israël est une autre petite étape vers la paix. Et je crois qu'elle est nécessaire pour toute la région. Et direction à présent la Corne de l'Afrique. La Somalie fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde selon la CIA en termes de PIB par habitant, $600 par an. Très peu d'autres données sur ce pays de 10 millions d'habitants confrontés régulièrement à la guerre civile. Malgré l'insécurité, le gouvernement tente de stimuler les investissements, un vrai potentiel de développement, mais cela passe, vous allez le voir, par le retour au pays des exilés économiques. Marie Semelin. Abdul Kadir Abdul a vécu à Londres pendant 23 ans avant de se décider à plier bagages et à retourner dans son pays natal. Il possède désormais un salon de coiffure dans la capitale somalienne. La différence entre Bristol et Mogadiscio est énorme, tant sur le plan social que commercial. Aujourd'hui, s'installer sur le marché de Mogadiscio est un défi, parce qu'on sort d'une guerre civile. À Bristol aussi, c'était compliqué. Je travaillais tout le temps et c'était très difficile pour moi de passer du temps avec ma famille et mes amis. Au moins, la Somalie, c'est la maison. Et je me sens capable de me battre et de faire des sacrifices. Ici, pour moi, ça vaut beaucoup plus la peine d'affronter ça. Il y a à peine 2 ans, les rebelles de Al-Shabaab tenaient les principales villes du pays. Affaiblis par une offensive militaire menée par les casques bleus africains et les forces gouvernementales, ils ont depuis été repoussés dans les zones rurales. La guerre civile a ruiné l'État somalien qui se classe dans les pays les plus pauvres du monde. Le gouvernement cherche désormais à attirer des investisseurs pour financer des projets énergétiques ou de transport. En octobre dernier, un département de la diaspora a même été créé au ministère des Affaires étrangères pour pousser les ressortissants exilés à revenir au pays et à prendre part au processus de reconstruction. C'est le meilleur moment pour venir investir. Vous n'êtes pas imposable. Vous pouvez acheter des terres si vous voulez installer votre industrie ou démarrer votre propre usine. C'est le moment où vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous le voulez. Mais plus tard, il y aura des restrictions. Alors je vous encourage à venir en profiter maintenant. C'est un pays très très riche et il est très beau et il doit être reconstruit. Mais encore aujourd'hui, la paix est précaire. Les combattants d'Al-Shabaab continuent de mener des attaques suicides et les soldats du maintien de la paix patrouillent toujours en véhicules blindés dans les rues de Mogadiscio. Et la Somalie a tout à construire. Seuls 10% de ses routes sont pavées et 95% des 10 millions d'habitants n'ont pas l'électricité. Voilà, beaucoup à faire en Somalie, avis aux investisseurs. On va passer, nous, au Media Watch. La revue de presse avec Marie Semelin. Ici, le nouvel apôtre de la lutte anticapitaliste sortait tout simplement des rangs de l'Église. Bonjour Marie. Bonjour. Alors le pape à la une aujourd'hui, à la une du Rolling Stones magazine. Oui, d'habitude, on a plutôt l'habitude de voir Jimi Hendrix, Snoop Dogg ou Demi Moore. C'est ce genre de personnages subversifs du XXe et du XXIe siècle qui font la couverture du magazine habituellement. Et là, c'est le pape. Et si lui y a droit aussi, c'est parce qu'il est en train aussi de devenir une icône. Alors, quelle place pour l'économie dans tout ça ? En fait, ce qui le rend aussi populaire, c'est probablement aussi ses prises de position économiques. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait qualifié le capitalisme financier de nouvelle tyrannie invisible. Il avait dénoncé l'idolâtrie de l'argent et il a aussi plaidé pour, je cite, le retour de l'économie et de la finance à une éthique en faveur de l'être humain. Alors ça, c'est pour les paroles. Maintenant, qu'en est-il des actes ? Alors, dans les actes, il a décidé de restructurer la Banque du Vatican, qui gère quand même 5 milliards de dollars, c'est pas mal d'argent, et qui est réputée pour son opacité. Et il a aussi fait sortir de son diocèse l'homme qu'on a appelé l'évêque Bling, qui s'appelle Franz Peter Thebarts, et qui s'était fait, entre autres, construire une maison à 40 millions d'euros. Et le dernier coup de feu du pape, c'est d'avoir été invité à Davos et de ne pas s'y être rendu. Il a cependant transmis un message aux participants du forum, où il leur a dit que l'argent devait être au service de l'humanité et pas l'inverse. Et pour participer du mythe, il y a aussi des rumeurs qui disent que la nuit, il sort du Vatican pour aller nourrir les sans-abri de la ville de Rome. Hein. Vous y croyez, vous ? Ah, vous savez, le personnage m'est sympathique. Alors, autre titre, Marie, la Chine qui détrône la France en matière de consommation de vin.
Oui, la Chine devient le premier consommateur de vin rouge, il faut bien préciser, devant la France. Ils nous ont piqué la première place. La deuxième puissance économique mondiale a consommé 2 milliards de bouteilles de vin rouge en 2013. C'est une augmentation de plus 136% depuis 5 ans. Alors, dans le reste du classement, on trouve évidemment la France, l'Italie, les États-Unis et l'Allemagne. Et depuis 2007, en France, la consommation de vin a tendance à diminuer. Alors, en fait, ce n'est pas du tout catastrophique pour les producteurs français, parce qu'en fait, comme l'exportation monte, ça leur permet, eux, de contrebalancer la diminution du marché domestique, qui peut plus permettre d'absorber toutes les productions. Et on imagine que du coup, c'est l'Asie qui prend le relais au niveau de la demande mondiale. Exactement. Sur les 3 prochaines années, les prédictions de croissance, c'est 5% au niveau mondial et 33% pour l'Asie. Donc, c'est vraiment eux qui sont en tête. Merci Marie, et à demain pour une nouvelle Merci. revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News avec un coup de projecteur sur la crise qui agite en ce moment les grands pays émergents. D'ici là, l'information continue. Restez avec nous.